Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le résumé de la troisième manche du championnat de France de rallycross 2019 à Essay, le circuit d'Essay Duc, et nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Vigeon, qu'on verra tout à l'heure en catégorie Supercar. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Troisième rendez-vous de la saison, il y a eu l'Essai dans la Manche auparavant, il y a eu Châteauroux, et puis là on reste du côté dans l'ouest, du côté d'Alençon pour une piste quasiment historique créée en 1975. Avec un plateau très conséquent, plus de 100 voitures, toutes catégories confondues. Il y a 5 catégories, Supercar, Super 1600, D3, D4 et Twingo. Du beau monde. Oui, du très beau monde dans toutes les catégories, avec une piste qui est agréable à piloter, avec beaucoup de vitesse, et franchement je pense que tout le monde s'est régalé ce week-end. On vous voit ici à l'écran avec votre DS3 Jean-Sébastien, un circuit très vallonné également, un peu moins d'1 kilomètre de long, des vibreurs assez hauts, un tour joker assez spécifique. Et bien on va découvrir cette piste en compagnie du leader du championnat de France en catégorie Supercar, Samuel Peu. En attendant, voilà le calendrier. 9 manches au programme cette saison. L'Essai, Châteauroux, Essai, nous y sommes. Ensuite, il y aura Faleras, Lavaroué, Kerlabo, Pont-de-Rouen, Mayenne et Dreux pour conclure la saison. 937 mètres de long, majoritairement sur asphalte, mais 38% de terre malgré tout. 152 mètres au départ jusqu'au premier virage. Un tour joker en dévers. On voit ça depuis la 208 WRX de Samuel Peu, le leader du championnat de France, catégorie Supercar. Bonjour, Samuel Peu, pilote Supercar en 208 WRX. Je vais vous présenter le circuit d'essai. Alors la procédure de départ. Voilà, c'est parti. Donc là on peut voir que mon départ n'est pas merveilleux. Du coup j'ai Laurent et Philippe, et du coup je rentre dans la parabolique le long droite qui referme sur une épingle pour après prendre la grande ligne droite avec de la compression. On arrive quasiment à 170-180 au bout. Là je suis derrière Laurent et on va arriver sur une épingle en terre sur le tour normal, sauf que je décide de prendre le tour joker qui est plus lent de 2 secondes quasiment. Et là je redescends sur le tour joker pour arriver sur le pif-paf, le gauche-droite de l'arrivée. Et après on repart pour un tour. C'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse on change les rapports de boîte. Et on va faire un petit tour du paddock pour connaître l'avis des uns des autres par rapport à cette piste. Il y a une super ligne droite et au moins on prend un peu de vitesse, contrairement à Châteauroux où c'était un circuit assez tortueux, et du coup on prend énormément de plaisir dans les voitures avec cette sacrée cuvette là qui passe à fond. De l'extérieur ça paraît vite, mais de l'intérieur c'est très vite, vraiment très vite. Ça va vite, hein, on atteint quasiment 180 km/h à la sortie de la compression, donc ça va très vite, les virages vous sautent un peu au visage, donc il faut garder ce tempo en permanence, c'est pas toujours facile, mais c'est passionnant, c'est un circuit atypique mais vraiment intéressant. C'est une piste sur laquelle il n'y a absolument aucun moment de repos, contrairement à d'autres où on a tendance parfois dans une longue ligne droite, des choses comme ça, à pouvoir respirer un petit peu. Ici c'est pas possible. Ça va à fond après, mais il faut quand même mettre les roues à la bonne place, qu'on est vite dans le rail, donc c'est vrai que c'est un endroit impressionnant, c'est sympa. Et avant de s'intéresser à ce meeting d'essai, on va revenir sur le début de saison. Une saison qui a débuté dans la Manche, à l'Essai, sous le soleil, c'est à noter. Pour une piste qui sert d'essai pour bon nombre d'équipes officielles, notamment Peugeot Sport avait installé une base à l'époque où le constructeur français est engagé de manière officielle au mondial. Et regardez, au départ, eh bien, ce sont les Clio, et notamment celle de Philippe Chaloigne. Philippe Malouagne. Pardon. Je fais un mélange, hein. C'est Fabien Chanoine ou Philippe Malouagne. Mais en tout cas, c'est les deux Clio qui sont partis devant Samuel Peu. Alors, on voit Jacquinet qui avait abandonné avec sa Ford Fiesta. Donc Chanoine qui est le premier à observer son passage dans le tour joker. Joker tout en terre sur cette piste de l'essai. Jochen Cox, le seul Belge à l'époque, mais il y en a eu d'autres depuis, c'est ce qu'on verra. Et Samuel Peu qui prend l'avantage sur Chanoine après le passage du tour joker. Il met la pression sur le leader Philippe Malouagne
Samuel Peu qui ne l'a jamais rien, hein. Il est toujours au contact. Philippe Malouine qui ne va pas craquer, qui va résister jusqu'au bout. Et pourtant, la pression exercée par Peu, alors que Laurent Bouilloux, eh bien, Bouilloux qui fait une très belle première épreuve du championnat, hein, en se classant 3e. et il est devant Fabien Chanoine qui klaxonne également derrière, et ça pourrait être son premier podium. Attention à Jochen Cox qui est parti un peu large. Il est toujours très généreux, Jochen Cox. Et la victoire pour Philippe Malouine. C'était pas la première en championnat de France de rallycross. Il avait déjà gagné sur cette piste de l'essai, une piste qui lui convient plutôt bien et très à l'aise. Il a été très rapide tout le week-end à l'essai. Et vraiment une victoire méritée. Quelques semaines plus tard, on se retrouvait dans l'Indre à Châteauroux dans des conditions différentes. Alors s'il a fait beau lors de la seconde journée du dimanche, en revanche, on avait pris la pluie tout le samedi. Avec des petits nouveaux. Ouais, Julien Febvreau et François Duval. Eh bien les deux sont en première ligne. Et au départ, eh bien c'est Duval qui vient en tête, un petit peu bousculé Julien Febvreau avec sa Peugeot 208 bleue, et menacé par Jonathan Pamier. Alors les deux voitures sont côte à côte. Julien Febvreau avec la 208 bleue. Jonathan Pamier qui se fait un petit peu écarter ici dans ce deuxième virage de Châteauroux. François Duval qui a eu un petit peu de mal à se mettre dans le rythme le premier jour, mais bon, comme tout très bon pilote de sa classe a vite compris le fonctionnement et a été très rapide le deuxième jour. Ouais, François Duval, on va le présenter, un pilote belge de 38 ans. C'était le premier belge à remporter une manche de championnat du monde des rallyes avant Thierry Neuville. C'était en Australie en 2005, 14 podiums en 84 départs. Il a été pilote officiel chez Ford, chez Citroën. Et sa première participation en rallycross dans le cadre d'un championnat d'Europe s'était soldée par une victoire. Après, c'était peut-être la chance du débutant, ça a été un peu plus dur, mais question coup de volant, il est redoutable, François Duval. François Duval, il n'a plus rien à apprendre, hein. C'est vraiment un garçon avec un très très gros coup de volant, avec, comme on dit dans le jargon, un car contrôle exceptionnel. Il est capable de mettre la voiture dans des positions très bizarres, on pourrait dire, et qui arrive à la rattraper. Voilà, c'est pas le plus dur de la mettre dans des positions bizarres, mais c'est savoir la contrôler. À la ramener et puis à la rendre efficace malgré des positions bizarres, je le dis. Donc, non, ouais, on voyait là à Châteauroux, ouais, il n'y a pas beaucoup de pilotes capables de faire ça dans le premier virage. Et vraiment un pilote redoutable. Et ce qui donne encore plus de relief à la performance de Julien Febvreau, deuxième. Ouais, Julien toujours très rapide, hein, à chaque fois qu'il vient en rallycross avec cette magnifique 208, il est toujours très rapide. Et Samuel Peu, troisième, Peu en tête du championnat devant Philippe Malouine et Fabien Chanoine avant ce meeting de Châteauroux où les invités surprises sont de retour, à savoir François Duval et de nouveau là, de même que Julien Febvreau. Et on vous voit, Jean-Sébastien. Voilà, avec la DS3, présent sur cette première ligne de la demi-finale. Avec d'excellents temps autour lors des manches qualificatives. En revanche, des petits soucis de départ. Ouais, on a un peu galéré tout au long du week-end pour faire démarrer la voiture. Malgré tout, on avait une très bonne vitesse autour. Comme on va le voir en cette demi, c'est peut-être mon meilleur départ du week-end. On va le voir, on va réserver le suspense pour la suite. Le but du jeu, on part pour 6 tours de piste avec un passage pour chacun des concurrents dans le tour joker, que ce soit dans le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième tour. Et à l'arrivée, les 4 premiers se qualifient pour la finale. Alors que là, on voit l'ensemble de la grille avec Kevin Chekine et Francis Ballocci sur la troisième et dernière ligne. Très bonne deuxième ligne avec David Mélier et Jochen Cox. David Mélier très bon sur les départs également tout au long du week-end. Et top, c'est parti pour 6 David tours de rapide, hein, de la deuxième ligne qui est déjà mis à côté de Samuel Peu. J'arrive à m'incruster derrière Fabien Payet, ça va toucher derrière. Ouais, voilà. un peu poussé par Samuel Peu. Samuel qui a été également percuté par Jochen Cox. Alors, en tête, on le voit dans ce dévers. En tête, on a Fabien Payet devant vous, Jean-Sébastien, avec votre DS3. Vous précédez le leader du... Oh, attention, il y a eu un problème pour Payet. Ça bouchonne, Fabien Payet qui a rencontré un petit souci technique dans cette épingle. Et du coup, pour ma part, ça fait un peu tranche de jambon entre lui et Samuel Peu. Ouais, la voiture en diagonale est abîmée, hein, que ce soit l'avant gauche ou l'arrière droit, c'est plutôt neuf. Non, ça... Bon, pour l'instant, c'est pas grave, vous êtes toujours deuxième. Ça fonctionne. Et en lice pour une place pour la finale, c'est le but. Il est clair d'aller sauver cette finale. Pas de problème non plus pour Fabien devant qui commence déjà à s'échapper. Oui, attention au point minimum à partir. Il y a des bouts qui s'envolent de votre voiture. L'ancienne voiture de Timur Timerzianov, récent vainqueur à Spa, mais également c'est la voiture qui avait piloté Sébastien Loeb lors de sa première apparition en rallycross, c'était aux États-Unis. Il a gagné les X Games avec cette même voiture et on voit que le contact de cette épingle fait crever la roue arrière droite et là ça commence à devenir un petit peu compliqué. On voit plus, on voit que la jante, hein. Là ça part dans tous les sens, voilà.
un gros plan et Samuel Peu. Samuel qui est en attente et qui va bien sûr essayer d'en profiter. Alors qu'est-ce qu'on pense dans ces moments-là? Faut tenir les tours restants, le tour joker à quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros coup dur qui se passe parce qu'on prend un gros coup quand même voilà, quand on est deuxième de la demi et qu'on se rend compte, voilà, je parle avec le spotter pour signaler que je suis crevé, ils me font immédiatement rentrer dans le tour joker. C'était la bonne stratégie pour maintenant l'idée est claire, hein, il faut aller sauver la finale, il faut finir et tenir dans les 4. Mais je vous promets que ça va être très long. Alors, vous ressentez 4e devant vous. Il y a 3 concurrents qui doivent effectuer un passage par le tour joker. Mais bon, en vitesse pure, vous ne pouvez plus rivaliser. Mais il faut surtout contenir derrière Jacquinet. Et Fabien Payet qui s'est totalement échappé. Moi, j'avais fait un petit peu phénomène de bouchon sur Samuel Peu et David Mélier avec la crevaison. Donc Fabien en a profité et s'est échappé. Bon, maintenant, Samuel qui met du rythme pour essayer de revenir. David, voilà, très intelligemment prend le joker le tour après moi pour contrer et assurer également sa qualification. Il ressort devant vous, mais pas un écart énorme, hein, malgré tout. Ouais, l'écart qui suffit hein, pour sauver sa place en finale. On va retrouver ici le leader, Fabien Payet, pas du tout inquiété. Fabien qui n'a rien lâché de la finale avec des bons temps autour. Alors, dans le joker. Très impressionnant, hein, le retour de la famille Payet. Ils étaient absents lors de la première, mais là ils ont remporté toutes les manches qualificatives, que ce soit avec Fabien Payet ou avec François Duval. Ouais, ils reviennent avec vraiment de très très belles voitures également. Hein. Il faut savoir que c'est les Peugeot quasiment dernière génération, des voitures issues du chemin du monde, comme avait Antoine Massé l'an passé quand il a été chercher son titre de chemin de France. Donc des voitures vraiment très très efficaces. Et le rallycross français monte vraiment en termes de performance de matériel, parce que c'est des voitures qui sont pas imbattables, mais qui commencent à devenir très, très compliquées à battre. Fabien Payet, déjà double champion de France de rallycross. On va pas parler de son papa, parce que là, il faut compter, faut plus des 10 doigts de la main, des 5 doigts des 2 mains pour le faire. Alors, c'est Jacquinet hein, qui la veut, cette 4e place. C'est bien qu'il était présent pour le coup. Ouais, et puis il frappe. Payet l'emporte, donc victoire en demi-finale, il sera en première ligne de la finale. Avec une voiture en triste état malheureusement, mais une finale sauvée. Et voilà, c'est fait. 4e place pour vous, Jean-Sébastien Vigion derrière Payet, Peu et Mélier. Cela suffit pour vous qualifier, ce qui n'est pas le cas de Jacquinet, Cox et Ballocci. C'est intense, hein, 6 tours de course, malgré tout, on est content quand ça s'arrête. Ouais, peut-être encore plus pour vous. Ça a été assez long. Et là, il va y avoir du travail pour les mécaniciens, parce qu'elle n'est plus de première jeunesse, votre DS3. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre non plus, hein, parce que les finales s'enchaînent après derrière. Donc toute l'équipe a fait un gros boulot pour que la voiture soit présente en finale. Confirmation de la victoire de Fabien Payet, de sa mainmise. Plus de 2 secondes et demie d'avance sur Samuel Peu, le leader du championnat de France. David Mélier est quant à lui 3e et vous 4e. Devant Kevin Jacquinet. Et on va passer à la seconde demi-finale où on va retrouver 8 voitures en pole position. François Duval, ici à l'écran. Conversation avec son spotter. Fébro à ses côtés, encore une fois très très rapide ce week-end. Philippe Malouagne à ses côtés, vainqueur de la première manche à l'essai. Il se motive. Fabien Chanoine. En deuxième ligne ici. Avec, on a deux Peugeot 208, 2 Clio. Romuald Delaunay, c'était la 2e Peugeot 208. Romuald Delaunay qui a fait quelques participations en supercar, mais qui s'est vraiment très bien débrouillé ce week-end. Avec une 208 de l'équipe du Bourg, la même que Julien Febro. Laurent Bouliou, finalement en demi-finale, parce qu'il était monté sur le podium à l'essai. Il avait fait preuve d'un bon rythme en manche qualificative, une disqualification qui lui était restée de travers, mais finalement il est là. Il est revenu pour la demi-finale. Voilà, le principe est le même. On part pour 6 tours de course et il faut terminer dans les 4 premiers. On voit également Emmanuel Anne, Yannick Couillet et Laurent Bouliou. Que des voitures françaises dans ce championnat de France de rallycross, en tout cas en catégorie supercar. On est avec Julien Febro. On se prépare pour le départ. Et top, c'est parti pour 6 tours de course. Attention pour le virage. Malouagne qui a réussi à résister. Et c'est côte à côte avec Julien Febro. Et Julien qui insiste à l'extérieur. La Peugeot 208 Bleu, il va peut-être perdre des places derrière par rapport à Fabien Chanoine. Non, il conserve la 3e place. En tête, François Duval devant
Philippe Malouine, 3e. Julien Febro. Fabien Chanoine est quant à lui 4e. Devant Romuald Delaunay, Emmanuel Anne. Julien Febro tout de suite dans le joker. Et c'est osé. C'est osé, oui, c'est osé. Ça dépend où Julien va ressortir, mais une stratégie osée et il ressort derrière Emmanuel Anne. Le risque, c'est de se retrouver coincé derrière un concurrent qui est moins rapide. S'il arrive à le passer tout de suite, ça peut être bien, sinon ça peut être compliqué pour Julien. Je pense qu'il va mettre une grosse pression sur Emmanuel Anne. Mais voilà, il y va tout de suite. Tout de suite ouverture pour Julien Febro qui gagne une place. Logique, ça lui permet de tout de suite essayer de rattraper le bon wagon devant. Parce que quelqu'un va chercher à aller le contrer. Romuald Delaunay qui y va aussi également tout de suite. Dans le tour joker. On le voit ici à l'écran. Et on voit... et qui ressort derrière Julien Febro. Et lui devant Emmanuel Anne. Ouais, la belle opération. Et on voit François Duval qui ne s'échappe pas par rapport à Philippe Malouine. On le voit ici à l'écran, Philippe Malouine avec cette Renault Clio, le leader vainqueur en championnat du monde de rallycross, ici à l'écran avec un pare-choc un peu abîmé à l'arrière. Il y a eu contact, hein. Son premier virage qui est toujours un peu serré et dur à négocier. Beaucoup de voitures sur la grille de départ qui fait que ce premier virage sera un petit peu compliqué. Et les leaders qui attendent toujours pour faire. François Duval qui ne s'échappe pas. Philippe Malouine qui arrive à rester au contact derrière. Et Fabien Chanoine également. Et ces trois pilotes vont devoir passer par le tour joker, alors que c'est déjà fait pour le 4e. Febro, ici à l'écran avec la Peugeot 208 bleue qui revient sur le 3e, Fabien Chanoine. Il y a 2 secondes, hein, c'est ce que nous disait Samuel Peu, de handicap à passer dans le tour joker. Donc virtuellement, on peut dire que Julien Febro est 3e. Ouais. C'est facile, hein, le virtuel. Voilà. On préfère le réel quand on... L'objectif est clair, hein, pour Julien Febro. Il faut pousser au maximum, essayer de recoller à Fabien Chanoine. Bon, voilà, une fois que ses adversaires directs vont rentrer dans le tour de joker, pouvoir essayer de les dépasser. Ce sera compliqué de revenir sur François Duval qui commence déjà malgré tout à s'échapper un petit peu. Ici à l'écran, François Duval avec cette Peugeot 208 blanche et le drapeau belge sur le toit. On voit François commencer à s'échapper. Hein. Avec cette descente sur le goudron en dévers extrêmement impressionnante. On voit les voitures en glisse, en travers. Voilà, tour joker pour Philippe Malouine. On va regarder où ça ressort par rapport à Julien Febro. Oui. Ça va être juste... Et contact entre les deux voitures et... qui se rate. Aïe, alors là c'est en train une qualification qui est en train de s'échapper parce que c'est un prétendant au titre, Philippe Malouine. Bon, il peut repartir. Il s'est retrouvé coincé ici. On va donner virage. Dernier tour avec Julien Febro qui met la pression sur Fabien Chanoine. Dans le pare-choc arrière de Fabien Chanoine. Qui doit effectuer son passage par le tour joker. Le pilote de la Clio, de même que le leader, François Duval. Très à l'aise sur cette partie terre. On est avec Julien Febro. Maintenant, on va surveiller à gauche de l'écran. Donc c'est fait pour François Duval. Ça va être la victoire dans cette seconde demi-finale. Et la 2e place pour Julien Febro, ici à l'écran, devant Fabien Chanoine. 4e, Romuald Delaunay, dernier qualifié. En revanche, ça s'arrête là pour Emmanuel Anne, Laurent Bouilloux, Philippe Malouine, c'est la surprise, et Yannick Pouillet. Confirmation de la victoire de François Duval avec un temps qui était, me semble-t-il, encore meilleur. 3,27,293 pour ses 6 tours, plus un passage par le tour joker. Et son compagnon d'écurie, Fabien Payet, c'était 3,29,429. Attention à François Duval. Eh bien, avant de voir la suite, on va s'intéresser à la catégorie Super 1600 et au champion de France Junior 2018 qui a sauté le pas, qui est passé dans cette catégorie. Et qui est un peu la révélation de ce début de saison. Valentin Comte. Bonjour, Valentin Comte, 20 ans, je viens de Haute-Savoie. Je roule en Super 1600 cette année après l'obtention du titre en championnat de France Junior en 2018. J'ai fait 2 années en Twingo R1 où on a toutes les bases et il n'y a plus qu'à réapprendre un peu avec un plus gros moteur, les départs, les freins et tout ce qui s'ensuit, et tout se passe super bien. Tous les bons pilotes de Twingo R1 ont réussi le cap en Super 1600. C'est des jeunes qui sortent d'une coupe, donc voilà, les Twingo R1, elles sont toutes identiques, les voitures, donc les gars et les filles d'ailleurs jouent un peu plus des portières, elles jouent un peu plus à la limite, et puis voilà, après en Super 1600 c'est un petit peu différent, mais on voit que quand même il y a de l'envie, quoi.
voulait partir en première ligne de la finale et bon, malheureusement, il fait un fait de course. Moi, j'appelle ça un fait de course. La direction de course a pas appelé ça un fait de course. J'ai pris une pénalité, mais c'est la course. Et on a réussi à être devant à Châteauroux, hein. Donc ça peut le faire pour la suite du championnat. Exactement, à Châteauroux, c'était son premier podium, ce qui lui vaut d'occuper la 2e place du championnat de France Super 1600 derrière Yvonique Jagu, mais devant David Moulin. Moulin qui était vraiment très rapide à Châteauroux dans des conditions compliquées. Et on va préciser aussi une chose qui change, donc c'est le surcroît de puissance, c'est ce qu'il disait, c'est la même chose, pas tout à fait. Désormais, il y a un spotter. On va surveiller également le retour de Jimmy Terpereau. De retour avec la C2 Super 1600 qu'il connaît par cœur. Podoro aussi très rapide également. Julien Ardonnière, un ancien vainqueur de la Coupe Twingo, un ancien champion de France junior. Martin avec la 208. Franck Ardonnière, le papa à Julien, présent ici également avec la Ini Super 1600. Jérôme Molac avec la petite 208. Et Emmanuel Guillermo. Bon, le principe est le même qu'en Supercar, on part pour 6 tours de course, un passage par le tour joker quand on le décide, mais il faut le faire. Il y en a qui ont essayé, ils se sont fait disqualifier, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui ont essayé. Je sais pas, je suis pas au courant. Non, on revient sur ce qui vous est arrivé à Châteauroux, justement, pas de passage par le tour joker, ce qui vous a valu une élimination en demi-finale, et le but de se qualifier parmi les 4 premiers afin de gagner son billet pour la finale. Moins de puissance, mais malgré tout 2 roues motrices, les roues avant et aux alentours de 250 chevaux. Ouais, pour vraiment les meilleurs, mais la moyenne est aux alentours de 230-240 chevaux. C'est déjà beaucoup. Et c'est David Moulin qui vire en tête devant Jimmy Terpereau. On est en compagnie de Jimmy Terpereau 2e. C'est une belle performance de David Moulin. Poudrou est quant à lui 3e. Et Julien Ardonnière on voit qu'il lâche pas. Jimmy, c'est vraiment l'attaque à 150% tout au long du week-end. On peut compter sur lui pour rester au contact. Marc Poudrou d'ailleurs qui marque un peu le pas sur Jimmy Terpereau. Et Jimmy Terpereau qui passe d'une voiture à l'autre. On l'a vu avec une Skoda Fabia, que ce soit en championnat d'Europe de rallycross Super 1600 parce qu'il y participe également ou lors de la première manche à l'essai. Retrouver la C2 ce week-end, mais on voit il est très à l'aise au volant de cette C2. Et la différence par rapport à une catégorie Supercar, on le voit dans les virages en serré. On voit la roue arrière intérieure qui se lève alors qu'on ne voit jamais ça en Supercar. Et la pression exercée par Jimmy Terpereau sur le leader, sur David Moulin. Jimmy Terpereau, c'est vraiment un attaquant. Hein. On peut lui faire confiance. La moindre petite faute de son adversaire, il sait en profiter. Et il est vraiment, comme je disais tout à l'heure, à l'attaque à 150% en permanence. Et il ne faut pas laisser la moindre ouverture. On se souvient d'une très belle passe d'armes entre lui et Yvonique Jagu, c'était à l'essai. Et oui, il sait profiter de l'erreur de l'adversaire et c'est également la provoquer en lui mettant une pression incroyable. Pour avoir roulé avec lui, c'est vrai qu'il est en permanence présent derrière. On voit la voiture qui passe d'un rétro à l'autre et il est là. On sait que voilà, il sait vraiment mettre la pression. Et le freinage, là on arrive en 6e vitesse. Cette épingle qui était très difficile avec la partie terre, très difficile à ressortir. Il fallait vraiment aller chercher la motricité pour sortir cette épingle. Alors, est-ce qu'on prend toujours le tour joker quand on a décidé ou il arrive des moments où on freine trop tard et on rate son virage et on n'a pas le choix, il faut prendre le tour joker? Ça arrive? Ouais, ça peut arriver, mais généralement c'est quand même prévu avec le spotter. Le spotter nous prévient toujours assez tôt, il ne prévient pas d'un moment, à part cas exceptionnel, mais généralement dans la ligne droite on est déjà prévenu quand on va rentrer dans le joker et ça nous permet d'anticiper. Voilà, on voit Jimmy qui essaie de se préparer. Ouais, là il est encore un peu plus pressant si c'était possible et il se décale pour pas aller au contre. Une petite poussette, mais rien de méchant. Hein. Et derrière ça se bagarre également entre Poudrou et Julien Ardonnière. Il est très impatient derrière et très rapide. Oui, puis avec une voiture jaune fluo, ça aide à mieux se faire voir dans les rétros. Il ne peut pas rater. Peut-être une petite faute de David Moulin et Terpereau qui en profite. Il a ouvert la porte à Jimmy Terpereau et c'est vrai qu'avec un garçon comme ça d'ailleurs, il faut pas faire ce genre de manœuvre. J'ai l'impression qu'il a voulu aller plus vite dans ce virage et il s'est embarqué à l'extérieur. Il a pris un peu une trajectoire idéale, mais Jimmy a su en profiter et se placer à l'intérieur. Il prend le joker tout de suite. Attention, freinant très tard ici pour l'éphémère leader, à savoir Jimmy Terpereau qui rechute en 2e position. On a vu Poudrou également qui a effectué son passage par le tour joker.
Jimmy Tabor va essayer de recoller à David Moulin. David qui va être obligé de prendre le tour de joker vu que c'est le dernier tour. Et ça sort près du rail hein, pour Jimmy Terpero avec cette C2 jaune fluo. Martin également avec la Peugeot 208 en troisième position doit effectuer un passage par le tour joker. Il n'a pas pris le tour joker encore. Alors tour joker pour le leader David Moulin ici à l'écran. On va voir où est-ce qu'il va ressortir. Normalement il sera battu par Jimmy Terpero. On a vu Terpero passer. David Moulin ressort deuxième donc qualifié. Victoire pour Jimmy Terpero devant David Moulin. Et derrière on attend Pedro qui se qualifie également avec la C2 Super 700. De même que Julien Ardonnière. En revanche, Michael Martin, eh bien, sa stratégie de prendre le tour joker dans le dernier tour n'a pas été payante. Il termine 5e et premier des non qualifiés, de même que Franck Ardonnière, le papa de Julien. Mais il y aura un Ardonnière en finale Super 700. Jérôme Molac en reste là, de même qu'Emmanuel Guillermo. Et voilà le vainqueur. Jimmy Terpero, un battant. Et on passe tout de suite à la seconde demi-finale avec un autre battant. Yvonique Jagu, leader du championnat, c'est simple. 2 manches disputées, 2 victoires pour lui. Attention également Nicolas Eouzan avec la Twingo Super 700, petite sœur de celle de Valentin Comte. Martin Massé avec une Clio R3 que votre je connais bien. ancienne voiture et le petit frère, le petit frère d'Antoine Massé, le champion de France Super 40 titres. Valentin Comte du coup sur sa deuxième ligne, ainsi que Grégory Foss. De retour après avoir fait l'impasse sur l'épreuve de Châteauroux. Loïc Molny, le spécialiste du sprint car, champion de France de sprint car, ici présent dans cette demi-finale, qui vient se goûter au rallycross. Dominique Gerbeau avec une voiture exotique, la Volkswagen Polo, en tout cas dans cette catégorie, et Didier Morel sur cette Citroën C2. Une voiture avec un objectif commun pour chacun des 8 concurrents, et bien terminé dans les 4 premiers. Si possible sans trop endommager sa voiture parce que les finales s'enchaînent vite. Ouais, ça arrive vite après les... Allez, c'est parti pour ces tours de course alors que c'est il y a eu Didier Morel qui a calé me semble-t-il avec la C2 qui est en dernière ligne. Et devant d'Yvonique Jagu. Nicolas Eouzan. Et ça s'accroche. C'est Valentin Comte qui essaye ici de faire l'extérieur à tout le monde. Martin Massé en 3e position. On va sortir, Valentin Comte arrive à sortir 4e. Le leader, Yvonique Jagu avec sa Skoda Fabia pour l'instant. Bon, on a en finale indienne. Nicolas Eouzan est un petit peu distancé. Martin Massé 3e position. Valentin Comte 4e. Tour joker pour c'était Moulny me semble-t-il. Yvonique Jagu avec un style différent de celui de Jimmy Terpero, mais très très efficace, toujours une conduite très propre, et jamais d'écart, c'est toujours millimétré et c'est vraiment efficace. Moi qui arrive tout de suite à creuser l'écart hein, avec cette magnifique Skoda. Et on a envie d'une nouvelle confrontation entre ces deux pilotes. Il y en avait une qui est merveilleuse, c'était à l'essai, et on espère les retrouver en finale ensemble. On espère retrouver tout le monde, on n'a pas de favoritisme, mais leurs passes d'armes sont souvent magnifiques, somptueuses. Avec 2 styles complètement différents. Nicolas Eouzan deuxième ici qui revient un petit peu sur Yvonique Jagu, la Clio R3 de Martin Massé en 3e position. Personne ne s'engouffre dans le tour joker à l'issue du 2e tour. Les écarts qui se maintiennent. Hein. Ouais, ça s'accroît un peu également hein, pour Yvonique Jagu sur Nicolas Eouzan. Oh, ça se maintient. Ça se maintient. Qu'est-ce qu'il passe près du rail. Yvonique, c'est vraiment une conduite très précise. On voit ici à l'écran le leader. On a une mi-course. Alors qui va entrer dans le tour joker? Faut se décider un moment. Ça sera pas Jagu, ça sera pas Eouzan, ça sera Valentin Comte qui va. Alors là on a un doute, est-ce que c'était choisi ou on le sent un peu en perdition? Non, c'était pour le coup c'était choisi. Il arrive avec beaucoup de vitesse dans ce virage. Le but est de freiner un petit peu plus tard pour pouvoir entrer dans ce joker. L'idéal est de ne pas être gêné de par un concurrent devant soi pour rentrer le plus vite possible dans le tour joker. On est en compagnie du deuxième Nicolas Eouzan qui s'en point pour. On voit Yvonique Jagu qui c'est pas un écart qui se maintient. Et c'est une sacrée performance de sa part parce qu'il n'est pas là sur chacune des manches, Nicolas Eouzan. Non, ouais, et tout au long du week-end, hein, il était vraiment rapide. Toujours pas de tour joker pour Yvonique Jagu. Martin Massé qui va contrer Valentin Comte tout de suite et qui rentre dans le tour joker. De la Clio R3 fait la différence sur cette partie terre. Et il ressort derrière Moulny, me semble-t-il.
Non, derrière Grégory Foss. Ah, Lui Grégory n'a Foss. pas pris le tour joker encore. Mais devant. Dominique Jagu qui s'en va petit à petit quand même. Alors, Nicolas Eouzan, tour joker maintenant ou pas? En tout cas, pas pour le leader, pas pour Jagu, pas pour Eouzan non plus. Donc ils vont avoir la même stratégie. Hein. Donc les deux premiers. Alors derrière où Grégory Foss Ouais, c'est est rentré dans le tour joker. Non, Grégory Foss n'est toujours pas rentré non plus. Donc un peu. ça va être compliqué d'aller jouer la qualification, sachant que Martin Massé et Valentin Comte sont revenus dans son pare-choc arrière. On va rapidement être fixé. Nous sommes dans le dernier des 6 tours de course. Tour joker pour les 3 premiers obligatoires. La pénalité en course, c'est pas une pénalité, mais on perd 2 secondes par rapport au tour normal. Est-ce que normalement ça va être suffisant pour Jagu et certainement pour Eouzan? En revanche, pour le troisième, Foss, ça serait étonnant. Voilà, les deux premières sortent. Il n'y a pas de au-dessus. souci. C'est fait. Jagu s'impose devant Eouzan. Ils sont qualifiés pour la finale. Et voilà. c'est Massé et Comte qui vont donc qui en profitent et se classer 3e et 4e et se qualifier, ce qui ne sera pas le cas de Foss, Molny, Gerbeau et Morel. La victoire dans cette demi-finale, dans cette seconde demi-finale pour Yvonique Jagu. on a hâte d'être en finale déjà. Oui. Où il sera aux côtés de Jimmy Terpereau. Yvonique Jagu. On va voir le tableau de cette finale et on va se retrouver tout de suite après. Une page de publicité pour la suite de ce 3e meeting de la saison. Et nous sommes de retour à Essay dans l'Orne pour le résumé de la 3e manche du championnat de France de Rallycross 2019. On a vu dans un premier temps, avant de retrouver les finales de la catégorie Supercar, les hits, le Super 1600, et on va passer aux spécialités françaises. Et on va commencer par la Division 3. Ah oui, c'est sûr que tout le monde a envie d'être moins devant nous toujours, hein, donc parce qu'on était soi-disant les 2 hommes à battre, forcément ils ont tous envie, mais c'est normal, et c'est bien, comme ça il y a un peu de bagarre. On était tous les 3 avec David et Xavier, on discutait, il m'encourageait un peu à faire le championnat, mais bon, c'est toujours pas au programme, on n'a pas le budget. Après, c'est vrai que gagner une manche en plus ce matin, faire une P1, c'est bien, ça remet en confiance. Hier, on était 7, une fois 7, une fois 5, c'était un peu compliqué, mais là, une 1, ça remotive un peu. Et on en parlait de Benoît Morel. Le vainqueur surprise à Châteauroux, il se retrouve en tête de cette coupe parce que c'est une Coupe de France, la Division 3, devant David Vincent qui faisait partie des favoris, de même que Xavier Briffaut, ici à l'écran avec cette mini jaune. Benoît Morel qui n'est pas non plus un novice, un champion de France d'autocross et un pilote qui va très très vite dans les conditions compliquées comme à Châteauroux. Et même d'ailleurs dans les conditions sèches comme ce week-end, donc vraiment pas une surprise de le retrouver à ce niveau. Alors, va-t-il faire la saison complète ou non? On a dit que bon, c'est toujours un peu pareil en sport automobile. Le nerf de la guerre est de trouver le financement pour le faire. C'est pas forcément évident. Il y en a d'autres, à l'image de Xavier Briffaut, qui font l'impasse sur une course pour des raisons de mariage, c'est même pas le leur, mais bon. Mais en tout cas, on va retrouver Xavier Briffaut qui s'était imposé lors de la première manche à l'essai, non qualifié pour la finale à Châteauroux. Et on trouve en également revanche, David Vincent toujours régulier. Oui. Sur cette première ligne également. Jean-Baptiste Vallée en deuxième ligne. Grégory Le Guernevet, Patrick Berthelot et Pascal Lombec. Alors, la spécificité, ce sont des moteurs atmosphériques qui développent pas loin de 400-450 chevaux, 4 roues motrices. Voilà, en position pour la plupart centrale arrière, à part pour David Vincent qui est en centrale avant. Et quel envol de Romain Houillet qui a viré en tête, qui a déposé tout le monde, a commencé par Xavier Briffaut et en compagnie du leader Romain Houillet. Il avait fait quelques apparitions la saison dernière avec des bons résultats. Là, un début d'année qui ne devait pas correspondre à ses attentes, mais il se reprend sur cette piste d'essai. Alors que j'avais une voiture s'engouffrer dans le tour joker, deux mêmes voitures, c'était Jeunet et Berthelot. Benoît Morel qui avait également quelques soucis de départ ce week-end. Il est sorti ici en 3e position, mais on peut compter sur lui pour maintenant recoller à la tête du peloton.
Ouais, et avec Xavier Briffaut également, qui ne parvient pas à faire la jonction sur Romain Houillet. Donc la voiture Romain Houillet a pris un bon départ, mais derrière il enchaîne de très très beaux tours. Ça roule très vite devant pour ces trois hommes. Grégory Le Guernevet qui est très bien parti également, parti de la dernière ligne et qui se retrouve déjà ici en 4e position. Alors je ne sais pas s'il a changé de voiture, en tout cas ce sont des châssis tubulaires sur lesquels on met une carrosserie de voiture en fibre de verre. Bon, en tout cas c'était pas une Opel par le passé. Non, ouais, c'est une nouvelle voiture, la voiture est complètement entre guillemets nouvelle malgré qu'elle ne soit pas neuve. Mais après c'est vrai que c'est des châssis tubulaires et sur lesquels on met entre guillemets une peau. Voilà. Donc je ne savais pas si il a changé de voiture de manière complète ou simplement la carrosserie. Non, totalement pour Grégory Le Guernevet, c'est une voiture que a roulé par le passé. Tour joker pour Benoît Morel, et c'est vrai, on le sent, on freine beaucoup plus tard quand on rentre dans le tour joker. Voilà, c'est pour ça que Benoît Morel s'est décalé pour essayer de les freiner un peu plus tard et rentrer un peu plus vite dans ce tour joker. Oui, mais alors si on a un adversaire attentif et qu'on veut protéger sa position, on peut s'en rendre compte, on peut contrer cette stratégie. C'était un peu la chose qui peut se passer si l'adversaire est attentif ou que le spotter fait parfaitement son travail. On peut aller le contrer directement et amener son adversaire à l'extérieur dans le joker et à ce moment-là lui faire perdre plus de temps qu'il n'en gagne au final. En tête de la course, ici à l'écran, Romain Houillet. Il s'échappe, Romain Houillet. Oui, s'échappe devant Xavier Briffaut. Briffaut dans le tour joker. Avec beaucoup de vitesse à l'entrée. Très bien placé ici et ça va ressortir très vite pour Xavier Briffaut. On l'avait vite compris parce qu'on s'est dit que de toute façon à cette armure-là, il ne pouvait pas négocier le virage du tour normal. Donc c'était obligatoirement y rentrer devant. Il est ressorti. Devant Benoît Morel. Et de peu, ça va être serré dans ce dernier tour. Benoît Morel en tête de cette coupe de division 3 à l'issue des 2 premiers rendez-vous. Il a sa place pour une saison complète. Voilà, avec une voiture à la conception un petit peu différente. La plupart ont le moteur forcément derrière eux et la boîte qui rentre dans l'habitacle, la boîte de vitesse qui rentre dans l'habitacle et Benoît lui qui a la boîte qui est derrière, donc un peu un phénomène de sac à dos. Une petite faute de Xavier Briffaut, mais Benoît Morel n'a pas pu en profiter. La victoire d'Arnaud William. Il reste un tour. Il reste un tour, parce qu'il a effectué son passage par le tour joker, donc le plus dur est fait. Et encore, 937 mètres à tenir. Avec une bonne avance pour. C'est plus compliqué derrière pour Xavier Briffaut face à Benoît Morel. Grégory Le Guernevet est 4e et potentiellement qualifié. Il faut se fermer les portes pour. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment raison de se battre, sachant qu'on est. Après, c'est une très bonne place en finale, donc pour Benoît Morel, tout intérêt à essayer de passer Xavier Briffaut parce que ça peut le faire progresser d'une ligne pour la finale. En tout cas, c'est fait pour Romain Houillet, victorieux de cette première demi-finale devant Xavier Briffaut et Benoît Morel. Grégory Le Guernevet termine 4e et dernier qualifié. On reste là, Jean-Baptiste Vallée, Stéphane Genet, Patrick Berthelot et Pascal Lambec. On va s'intéresser à la seconde demi-finale avec David Vincent et sa Clio ici à l'écran. La saison dernière, attention également à David Leferrand et sa Peugeot 208, à Maxime Sordet qui avait fait très bon résultat l'an dernier avec sa Citroën DS3. Laurent Jacquinet et sa Ford Fiesta partiront en 2e ligne. De même que Nicolas Boucle, auteur d'un podium avec cette Mercedes classe A. Magnifique voiture. Nicolas Flon et sa Renault Clio 4 partira 3e et dernière ligne, de même que Franck Delaunay et Patrice Lambert. Voilà pour la grille de départ. Avec toujours le même objectif, se classer parmi les 4 premiers et aller retrouver les petits camarades de jeu en finale, à savoir Romain Houillet, Xavier Briffaut, Benoît Morel et Grégory Le Guernevet. Et c'est parti. Et en termes de performance au tour par rapport à une supercar, on est relativement proche. Il y a à peu près 2 secondes moins vite pour la division 3 par rapport à la louche, par rapport à une supercar. Ouais, c'est comme si chaque tour il prenait le tour joker en fait. Sur ça. Voilà. En tout cas, bel envol pour David Vincent. Il précède David Leferrand, Maxime Sordet et quant à lui 3e et Laurent Jacquinet 4e. David Vincent qui a reçu un très bel envol.
Avec cette voiture, du coup, lui aussi a une conception un peu différente avec le moteur qui se trouve sous le tableau de bord, en position centrale avant. Ah, c'est la technique, c'est un peu la même réglementation que les voitures de Landros. Mais on retrouve beaucoup d'anciens châssis du trophée Andros dans cette catégorie Division 3. C'est la même réglementation que le trophée, pas ces dernières années, mais il y a ça une dizaine d'années. Il y avait eu un grand débat justement pour c'est très important sur la glace, enfin partout, hein, la répartition des masses, alors que Maxime Sordet dans le tour de joker. Ici à l'écran, il est en 3e position. Le pilote de la Citroën DS3 et il ressort devant Nicolas Flon, qui lui n'a pas pris le tour joker encore. Avec un frein à main qui est bizarre, pas de la même implantation, c'est pas la même implantation que sur une supercar. Oui, et la plupart de ces divisions 3 ne se servent pas du frein à main parce qu'ils n'ont pas le système de débrayage des roues arrière pour tirer le frein à main. Donc c'est vraiment plus un frein à main entre guillemets de stationnement que vraiment utile. Sinon il faut débrayer pour tirer le frein à main. David Vincent dans le tour joker, de même que Laurent Jacquinet. Dans le 3e tour, Jacquinet qui ressort derrière Maxime Sordet. Donc, provisoirement en tête à 2 tours de l'arrivée. On a David Leferrand qui est en tête, mais lui va devoir effectuer son passage par le tour joker, là, en compagnie du 3e, Maxime Sordet. Et voilà le leader, Sébastien Leferrand. David Leferrand, pardon. Et c'est l'écran. Tour joker tout de suite. Vitesse, hein. Ouais. La voiture est sur la corde pour sortir le plus vite possible. Attention, il y a un drapeau jaune, interdiction de dépasser. C'est passé pour David. Oui. C'est Maxime Sordet qui aurait pu essayer de tenter quelque chose, mais il y avait un drapeau jaune. Maxime Sordet qui est là. Alors, en contact. Un drapeau jaune, on rappelle, c'est les commissaires qui préviennent qu'il y a un souci sur la piste, qu'il faut ralentir et interdiction de dépasser. Maxime Sordet avec vraiment l'attaque derrière là. La DS3 noir et orange. Derrière, David Leferrand. Et là, on retrouve ce duel. Et regardez devant, eh bien, David Vincent, la valeur étalon de cette catégorie, ne s'en va pas. Les 5 premières voitures qui se tiennent. Et à l'arrivée, la victoire pour David Vincent, mais dans un mouchoir. Devant David Leferrand, Maxime Sordet 3e, Laurent Jacquinet 4e, Nicolas Boucle 5e. Et là, c'est dur pour Nicolas Boucle parce qu'il était tout près d'une qualification, mais le premier des non qualifiés. Donc qualifié également. D'écart en plus sur le 4e. Ah oui, c'est un film, une demi-seconde. Nicolas Flon, Franck Delaunay et Patrice Lambert en restent là également. Passer à une autre particularité française, la Division 4. Alors c'est pareil avec Xavier Goupil qui s'est imposé lors des 2 premiers rendez-vous à l'essai et à Châteauroux en tête de la coupe devant Sébastien Leferrand et Jean-Michel Guérin. La principale différence du coup avec les Super 700, c'est que ce sont des moteurs 2 litres qui suivent un règlement de rallye qui ressemble au règlement F2000. Attention à ce pilote, Dorian Deslandes, du haut de ses 16 ans, un ancien kartman. Il fait forte impression depuis le début de saison. Très rapide avec un papa rallyman qui a toujours également été très rapide, donc qui suit les bons conseils du papa. On a vu la féminine de la D3, à savoir Jessica Tarrier. Jessica Tarrier qui sera de la partie. On retrouve également Jarry. Tout le monde va faire donc Dorian Deslandes sera sur la première ligne, de même avec à ses côtés Christophe Barbier et Jean-François Blaise sur la magnifique Clio 4. Jessica Tarrier en 2e ligne. Et voilà Christophe Rio, Philippe Jarry et Johan Tyrrell. Ce sont des voitures dont 2 roues motrices. Pour la plupart des tractions, quasi exclusivement des tractions. Il y a eu des propulsions et un moteur de 2 litres de cylindrée qui développe très bon départ de Dorian Deslandes avec la petite 208 voie étroite qui alors on voit la Clio en tête et Dorian Deslandes 2e ici avec cette Peugeot 208. Réussi à s'intercaler. Alors quel est l'intérêt d'avoir des voies plus étroites? Est-ce que ça peut présenter un avantage ou pas du tout? C'est une affaire de réglementation, d'homologation de la voiture. Ouais, c'est une histoire d'homologation. Attention là, c'est miraculeux de s'en sortir aussi bien d'une figure comme celle-ci, non, Jean-Sébastien? Oui, je pense qu'il a été percuté pour faire une figure comme celle-ci à l'entrée du toboggan. Là, c'est même
un petit peu limite, mais il s'en sort très bien. C'était Steven Drouillet. Alors qu'en tête on retrouve Jean-François Blaise et sa Clio. Il précède Dorian Deslandes et Christophe Barrier. Alors Dorian Deslandes, 16 ans, on le sait rapide, il va falloir qu'il soit solide pour résister à la pression de Christophe Barbier. Ouais, je l'ai regardé rouler un petit peu le week-end, ça faisait partie des pilotes que je regarde rouler pour un peu m'inspirer, j'aurais dire. Et il était vraiment très très rapide, très efficace, et pour son jeune âge, et à l'image de Valentin Comte, c'est vraiment des pilotes à surveiller pour l'avenir parce qu'ils sont clairement au niveau déjà malgré leur jeune âge. Et Barbier qui parvenait pas à trouver l'ouverture sur Deslandes a effectué son passage par le Tour Joker, passage sans frais, il est rentré 3e, il ressort 3e et il précède Jessica Anne-Tarrière avec qui nous sommes en caméra embarquée. 4e et pour l'instant qualifiée pour la finale. Et elle a également effectué son passage par le Tour Joker. Donc pour l'instant, très belle performance de Jessica Tarrière. Ouais, 3e, 4e, 5e qui ont déjà fait leur Tour Joker. Il reste aux deux premiers. Et Dorian Deslandes qui remontait sur Jean-François Blaise. Jean-François Blaise qui rentrait dans le Tour Joker pour aller contrer Barbier et Tarrière. Alors va-t-il ressortir devant? Oui, j'ai l'impression. Deslandes qui se retrouve en tête. Alors, deux options pour lui. Soit on fait un passage dans le Tour Joker dans le 5e et avant-dernier tour, soit dans le dernier. Tout dépend de la vitesse en piste. Hein. Je pense que voilà, c'est son spotter qui va le renseigner. S'il a la vitesse en piste pour creuser un peu l'écart sur. Ça va être dur avec Passe. Mais il est déjà là. Jean-François Blaise est déjà là. Donc, Et on a vu la Clio, l'atterrissage de la bosse, de la compression. On voit un panache de fumée. Alors, est-ce qu'il la freinait? Est-ce qu'il a bloqué ses roues? Non, c'est des voitures qui sont obligées de conserver les passages de roues en F2000. Et dans la compression, la roue doit aller toucher dans le passage de roue, d'où la fumée qu'on voit qui s'échappe. Dorian Deslandes est passé par le Tour Joker et il a perdu l'avantage sur Jean-François Blaise qui s'impose et se qualifie bien évidemment pour la finale. De même que Dorian Deslandes, Christophe Barbier et Jessica Tarrière. En revanche, c'est fini pour Christophe Rio, Johan Tyrrell, Steven Drouillet et Philippe Jarry. Steven Drouillet qui s'en sort bien après la figure avec sa Renault Clio. On va passer avec à la seconde demi-finale avec l'épouvantail. Xavier Goupil à nouveau en pole position. À ses côtés, il y aura Tony Bardot sur la première ligne. Geoffroy Blanchard avec la Honda Civic également. Mauduit avec la Clio. Romain Barbet. Jean Bedoué. Anthony Massé. Oh, tous bons. Xavier Goupil en pole position. Geoffrey Blanchard et son Honda Civic à ses côtés. Tony Bardot avec sa Citroën C4. Sébastien Leferrand avec sa Peugeot 208. Anthony Mauduit sur la deuxième ligne. Romain Barré avec la Peugeot 208, Yann Bedoué avec une Peugeot 207 et Anthony Massé avec une Clio 4.1. Qui va pouvoir battre cette saison Xavier Goupil avec sa... Très bon départ de Tony Bardot à l'extérieur. Alors au premier virage, alors la 306 avec la bande dessinée vire en tête, c'est normal. On a l'habitude de ce scénario. On a perdu Tony Bardot au freinage qui a dû se faire percuter. Ouais, on l'a pas vu passer dans le peloton. Qui s'échappe de la Honda Civic suite à un contact, je suppose, mais voilà, quand qui touche sur le pneu. Alors attention aux crevaisons. Alors c'est Geoffroy Blanchard avec la Honda Civic, deuxième. Xavier Goupil qui s'échappe déjà. Un scénario qu'on avait vu, et c'est vrai que alors, moi, Tony Bardot, on l'avait pas vu, on a pris prendre une bonne impulsion au départ. Ça s'est moins bien passé au premier virage. Un contact qu'il a éliminé. Dommage, alors il remonte, hein, mais il a pu poursuivre parce que les trois concurrents qui ont effectué un passage par le Tour Joker sont derrière lui. En compagnie de Sébastien Leferrand, troisième. La poursuite de Blanchard. Blanchard dans le Tour Joker. Voilà qui est fait. Geoffrey Blanchard. Qui va ressortir en troisième position. Le leader, Xavier Goupil. Il est magnifique cet enchaînement, en tout cas en caméra embarquée ou en vue extérieure. On arrive en sixième, coup de la ligne droite, Tour Joker ou pas? Non, je pense. Ah si, voilà, pour
Xavier Goupil. Je pensais que ça freinait un poil plus tard, mais non, c'est Xavier Goupil rentre dans le tour joker. Est-ce qu'il va ressortir en première position? Ouais, bon, là, il n'y a plus qu'un tour à tenir pour lui. Blanchard deuxième, Ferrand troisième, et Tony Bardot qui était monté quatrième et qui n'a pas pris le tour joker. Ah, ça va être la... Ou alors peut-être qu'il faut attendre un petit peu. On va le prendre dans le dernier Dans tour. le dernier tour, il y a encore cette possibilité-là. Sébastien Leferrand à la lutte avec Blanchard. C'est pour la deuxième place de cette seconde demi-finale de la D4. Oh, un dépassement. On se décroise derrière. Oui, on se menace aussi. On se fait il y a de l'intimidation également. Très bataille pour la deuxième et troisième position. Et la victoire pour Xavier Goupil. Il s'est échappé. En revanche pour Bardot. Va-t-il conserver? Non, il n'a pas conservé. C'est dommage, hein. 5e place, première place éliminatoire pour. Dommage qu'il ressort juste derrière Maudoui ici. Et surtout après ce départ, cette bonne impulsion. Et bon, c'est passé quelque chose. En tout cas, victoire de Xavier Goupil, qualifié de même que Geoffrey Blanchard, Sébastien Leferrand, Anthony Maudoui. C'est fini en revanche pour Tony Bardot, Anthony Massé, Romain Paré et Yann Bédoué. On va repasser en catégorie D3 pour la finale cette fois. Alors, on vous rappelle les subtilités. D4, c'est 2 roues motrices. D3, 4 roues motrices. Un moteur atmosphérique de 6 cylindres. Pour la plupart. Aux alentours de 400-450 chevaux. C'est les voitures qui, en termes de performance, sont les plus proches des supercars. Voilà, des châssis tubulaires avec dessus des pots, comme on pourrait dire, en polyester ou en carbone. Et on va retrouver David Vincent en pole position, on va retrouver Xavier Briffaut en deuxième ligne avec Benoît Morel à ses côtés, Maxime Sordet, attention à lui, il avait été très rapide, Laurent Jacquinet, Grégory Le Guernevet, Romain Houillet également qui avait fait forte impression lors de sa demi-finale. Finale qui s'annonce explosive, elle va se disputer au meilleur des 7 tours avec un passage obligatoire dans le tour joker. Et en tête, oh, attention, 2 roues pour Xavier Briffaut, c'est Jacquinet qui part en travers. Est-ce que le peloton a réussi à l'éviter? Eh ouais, il faut être adroit, avoir de bons réflexes. Qui fait une très très belle impulsion et qui est sorti avec une voiture d'avance sur tout le monde. Il est en tête devant Romain Houillet avec qui nous sommes en Xavier Briffaut, vraiment avec les ténors de la catégorie. Il manque que Benoît Morel qui est ici quatrième. Oui, parce que j'ai l'impression que Jacquinet est parti effectuer le passage par le tour joker. Enfin, j'ai cru voir une voiture dans le tour joker. Voilà, Jacquinet et Le Guernevet. Les 4 hommes forts de ce week-end. David Vincent, Romain Houillet, Xavier Briffaut aux première place. Mais pour l'instant, aucun de ces 3 hommes n'a effectué son passage par le tour joker. Vous voyez la sangle qui est reliée au casque, le câble, c'est la communication radio avec le spotter. Oh, attention, Briffaut qui a percuté Romain Houillet, mais j'ai plus eu peur qu'il parte en tonneau. Donc lui, c'est fini, hein. La roue avant droite est cassée. Gros contact, hein. Il a, je pense, voulu rentrer dans le joker un peu vite et du coup, il a percuté Romain Houillet. Alors que la voiture de Romain Houillet est abîmée, mais pour l'instant, il peut continuer. Voilà, abandon pour Xavier Briffaut. De toute façon, la roue avant gauche est cassée. Le travers est cassé. Alors, on voit l'action ici. Et voilà, il a voulu rentrer dans le joker très rapidement et malheureusement il est venu au contact de Romain Houillet. Même chose en gagnant embarqué. Ça tape quand même très fort pour Xavier Briffaut. Oui, parce qu'on arrive vite, moi j'ai eu même peur qu'il parte en tonneau. On a fait sur la course, le leader David Vincent dans le tour joker, Maxime Sordet également, me semble-t-il, derrière les voilà qui est fait. Dans le tour joker également. Ça ressort très proche avec Benoît Morel. Avec entre Sordet et Morel, et c'est en action. Donc Sordet avec la DS3 noire et orange et Morel avec la Ford Fiesta blanche. C'était très serré. Romain Houillet en tête qui lui n'a toujours pas pris le tour joker. Et elle est solide la voiture de Romain Houillet après le contact avec Xavier Briffaut. Ça y est, voilà dans le joker. Où va-t-il ressortir? On va surveiller la Clio jaune et noire de David Vincent. Il ressort derrière. Voilà, David Vincent en tête devant Romain Houillet. Deuxième. Tout le monde sort des troisième. Le podium provisoire alors qu'il reste un tour à couvrir. Tout le monde a effectué son passage par le tour joker sauf Xavier Briffaut qui aurait bien voulu mais qui arrivait trop vite pour le faire et qui a abandonné. David Vincent, Romain Houillet un peu loin pour tenter une attaque du côté de Romain Houillet.
podium, ce sera déjà une très très belle opération, un très très beau résultat pour Romain Houillet. Et c'est la première victoire de la saison pour David Vincent également, qui s'impose devant Romain Houillet et Maxime Sordet. David Vincent qui devrait reprendre les commandes de cette catégorie des trois, parce il accusait juste un point de retard par rapport à Benoît Morel. 66 points pour Benoît Morel, 65 points pour David Vincent, nouveau leader de la coupe. Alors que c'est le champion Xavier Briffaut qui va perdre de précieux points pour le championnat. Ouais, bon, il a commis une erreur, c'est de sa faute et il s'en sort bien. Xavier, il a fait une erreur, Xavier Briffaut, l'abandon. Confirmation de la victoire de David Vincent, vainqueur de la D3 ici à Essay, troisième meeting de la saison en championnat de France de rallycross. On va écouter un petit mot du vainqueur. Elle fait du bien la victoire, hein, parce qu'effectivement les deux premières courses ça nous a échappé à chaque fois. Châteauroux on était un peu en délicatesse. À l'essai elle aurait pu être pour nous, mais bon voilà, après on l'a pas eu. Mais on se rend compte qu'avoir eu 7 victoires l'année dernière, c'est quand même une belle performance, parce que c'est pas dit du tout que cette année ça va se passer comme ça. Mais bon voilà, après il faut pas non plus chercher la victoire à tout prix. Avec mon expérience maintenant j'arrive un petit peu plus à gérer et à rouler un peu plus intelligemment, et donc voilà, mais ça fait quand même beaucoup de bien, une petite victoire pour moi et pour toute l'équipe, ça fait du bien. Ouais, on ne gagne pas toujours 7 meetings par année. Il a fait une grosse saison l'an passé. Ouais, 7 victoires en 2018. Là, c'est la première de 2019, mais il y a 9 meetings, donc il ne pourra pas faire mieux. Au maximum, il égalera sa performance de 2018. Qui reprend la tête du championnat, David Vincent devant Benoît Morel. Maxime Sordet 3e, David Leferrand 4e, et la surprise est déconvenue pour Xavier Briffaut, seulement 5e. Et qui perd de précieux points. Il remontera très certainement. Retour à la division 4, on avait vu les 2 demi-finales tout à l'heure. Place à la finale avec l'homme fort de la catégorie, Xavier Goupil en pole position. Jean-François Blaise à ses côtés, vainqueur de la deuxième demi-finale. Geoffroy Blanchard avec la Honda Civic. Dorian Deslandes et la 208 ici en deuxième ligne. Christophe Barbier avec la DS3 également sur cette deuxième ligne. Sébastien Leferrand partira depuis la dernière ligne, de même que Tony Bardot, finalement qualifié. Repêché. Il avait terminé à 5e. Qui pourra battre Xavier Goupil. Et les jeunes, Dorian Deslandes, ça se voit sur son visage. Et la féminine sera là également, Jessica Tarrière. Déjà 2 podiums la saison dernière, donc pas 1 en 2019. Tout peut arriver en rallycross. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette tour de course, le premier virage. Bon départ de Jean-François Blaise ici. Il vient en tête devant Xavier Goupil, mais ça lui échappe un petit peu. Xavier Goupil qui se replace aussitôt à l'intérieur. Dorian Deslandes qui est aussi là. Qui a été bousculé également par la Honda Civic de Geoffroy Blanchard. Très bien parti, il est déjà en 3e position. Oui, mais regardez, 208. Blaise met la pression avec la Clio jaune, met la pression sur Xavier Goupil et sa Peugeot 306. Il avait pris vraiment une bonne impulsion, Jean-François Blaise. Bardot dans le tour joker avec sa Citroën C4 bleu ciel. Et là Goupil qui commence à s'échapper. Hein. Dorian Deslandes, de ses 16 ans. Dorian Deslandes qui ne lâche pas. Hein. Et là, ça sort un peu là, ça a même crevé je crois pour il a crevé la gauche pour Goupil, et du coup eh bien c'est passé pour Blaise, ça va passer pour Deslandes normalement. Je pense que là ça a complètement déchappé sur l'appui. Et bien en tête, c'est Blaise en tête devant Deslandes, Goupil 3e. Regardez la roue avant gauche, il n'y a que la jante, et là il ne parvient pas à tourner, donc il prend le tour joker. C'est compliqué hein, après avec une traction quand on est crevé comme ça à l'avant, surtout l'avant gauche, et avec un circuit qui tourne à droite, c'est très très compliqué. Ouais, c'est la roue qui est constamment en appui. Et il ressort derrière très Tony Bardot pour Xavier Goupil, hein, qui avait effectué son passage par le tour joker. On trouve le leader Blaise, et on aura un vainqueur différent en D4 ici. Jean-François Blaise qui retrouve la première position, on peut dire méritée après un très très bon départ. On est en compagnie de Jessica Tarrière à l'attaque. À l'attaque, toujours à l'attaque derrière Barbier. Sébastien Leferrand qui est parti à l'extérieur, qui s'est raté un petit peu ici.
Ah, dommage. Oui, parce qu'il aurait peut-être pu prendre l'option de Prendre le tour joker. joker. J'ai C'était ces ouais, arrière aussi. dans le tour joker également. Et c'est la jeunesse, 16 ans. On peut Normal. faire des petites erreurs. C'est normal, ça fait partie de C'est l'apprentissage. l'expérience. L'expérience, elle en a. Jessica Tarrière, son papa roule en rallycross, elle roule depuis de nombreuses saisons. Et on voit les concurrents passer, il y en a deux devant les Blanchard et Bardot. Eux ont déjà effectué un passage par le tour joker. Bastien Ferrand, du coup, qui est très bien revenu, qui a profité un peu des contenus des uns des autres. On a vu Blaise et Le Ferrand et Les uns de tour joker et voilà. coup qui ressort en tête. Donc Blaise en tête devant Deslandes qui n'a pas. À la 5, ça s'arrête pour Xavier Goupil à gauche de l'écran. La 306 est quasiment arrêtée, donc ça devient inconduisible pour le leader. Dorian Deslandes ici avec cette Peugeot 208 blanche. Un podium, il y a un écart qui a été créé sur le 4e, qui en plus lui n'a pas pris le tour joker non plus, donc ça devrait faire pour Dorian Deslandes. Alors, il y a Sébastien Le Ferrand qui est juste derrière lui. Normalement lui devrait repasser. Se reparer de la deuxième place. Voilà, Et voilà, dernier tour joker pour. Ça passe près, hein, quand même, des voitures Ça passe près, oui. qui négocient le virage normal du circuit normal, la piste normale sans le tour joker. Et à la sortie, il ressort Et derrière Le Ferrand. 503e. Donc la victoire ici pour Jean-François Blaise à l'écran devant Sébastien Le Ferrand. Le podium, et c'est le premier pour Dorian Deslandes en sport automobile. Certains l'ont déjà vu en karting, mais en sport automobile, c'est son premier. C'est sa première en rallycross. 16 ans. Première victoire également pour Jean-François Blaise, le premier pilote à effacer Xavier Goupil de la plus haute marche du podium dans cette D3. D4. D4, pardon. C'est qu'on a enchaîné trop vite les deux. Confirmation. Blaise Le Ferrand Deslandes sur le podium. 4e Christophe Barbier. 5e Tony Bardot. 6e Geoffrey Blanchard. 7e Jessica Tarrière. Et 8e Xavier Goupil. On écoute le vainqueur. Fallait rouler propre, être régulier, c'est ce qu'on a fait. Au spotter derrière, ça gérait bien, ça a canalisé la chose. Donc non, parfait, pas plus de pression. J'étais pressé que le drapeau d'Ami Sabès quand même. Le spotter canalise la chose. Qui est la chose? Le tempérament du pilote? On va On écouter m'avait dit que Dorian Deslandes. le soir d'essai, je serais 3e au championnat, j'aurais signé tout de suite. Donc pour moi, c'est exceptionnel, j'ai envie de vous dire. C'est assez exceptionnel pour tout le monde, cette performance de Dorian Deslandes qu'on Très, attendait. très bonne performance, surtout qu'il a un très bon niveau dans cette division 4. Il est face à des garçons qui roulent depuis de nombreuses années et il arrive déjà à faire sa place, donc c'est vraiment très très bien. En tout cas, Xavier Goupil reste en tête de cette catégorie. Et on passe à la catégorie Twingo, la catégorie La formule de d'apprentissage. promotion du rallycross. Avec un grand nombre de concurrents, de voitures engagées ici. Il y en avait 32 à essai, que ce soit le championnat de France junior où il y a un âge limite à respecter, 25 ans. La coupe où tout le monde peut s'inscrire et la coupe féminine. On va s'intéresser à cette finale où le principe est le même. On part pour 7 tours de course, un passage par le tour joker. À part qu'ils n'ont pas de spotter, ils ne sont pas reliés par radio, donc c'est eux-mêmes qui font leur propre stratégie. Et qui surveillent les écarts. Donc c'est pas forcément une plus mince affaire. Et quand tout le monde a la même voiture, eh bien, ça reste très difficile à gérer. Formule monotype, donc tout le monde roule avec des Twingo qui développent en moyenne un peu plus de 130 chevaux, un peu une tonne. Très bon départ de Dylan Duffa. Dylan Duffa, le leader, c'est un junior. Donc il vise le titre en fin d'année. On a ancien rallye jeune. La saison dernière. La saison dernière qui du coup s'est reconverti ici au rallycross. Il a découvert le rallye via une formule il a remporté ses sélections de pilotes non licenciés, enfin d'apprentis pilotes, de débutants, on va dire. Et il a rebondi en rallycross, il est originaire de Dreux. Romain Masselin, 2e. Christophe Lanty, 3e. C'est Paul Cocagne qui a décidé de passer par le tour joker dès le premier tour. On est sûr de ne pas l'oublier, on le prend dans le premier tour, ça c'est la bonne stratégie. Abandon pour Lucas Darmezin qui s'est fait percuter dans le virage numéro 2 et voilà, la conséquence de... Regardez, Romain Masselin, la pression. Tour joker. Tour joker. C'est très vite. Dylan Duffa. Avec cette Twingo noire, donc tout le monde a des Twingo, donc avec cette voiture noire, il doit ressortir. 4e derrière. Louis Chen. Lui n'a pas pris le tour joker. C'est
peut-être rentré un petit peu tôt pour Masselin, ouais, qui se retrouve ici maintenant gêné d'ailleurs chaîné. Besoin abandon définitif. Ça va peut-être profiter à Dylan Dufas qui lui a piste claire et qui peut rouler vite devant. Ouais, il est un petit peu gêné. Masselin enchaîne. Le leader, Dylan Dufas. Il va pas, j'ai cru qu'il non, c'est Christophe Lorty qui rentre dans ton jeu ici. De profiter. La voiture orange. Où est-ce qu'il va ressortir? On va surveiller par rapport à Masselin notamment. Et ça ressort derrière Masselin. Devant Paul Cocagne, mais. Ce qui veut dire que potentiellement Romain Masselin peut espérer monter sur le podium. J'ai peur qu'il soit gêné quand même par Chéné devant et le peu d'écart. Il essaie de se placer. Ça sera court pour Romain Masselin qui reste derrière. Et pendant ce temps-là, ça profite à Dylan Dufas qui lui. Tour joker. Ici pendant le tour joker. Ça va être intéressant de voir maintenant. Ça ressort. Ça ressort juste devant, il manquait pas grand chose. Devant Romain Masselin, qui a peut-être perdu un petit peu de temps par. Romain Masselin très rapide dans cette finale, on voit qu'il est revenu au contact de Dylan Dufas. Première victoire pour Dylan Dufas. Ouais, première victoire de la saison, ce qui va lui permettre de peut-être prendre les commandes de ce championnat de France junior, parce que c'est un championnat de France junior et la coupe Twingo. En tout cas, première victoire de la saison pour Dylan Dufas et premier bon résultat de la saison pour Romain Masselin qui a réussi sa reconversion. On écoute le vainqueur. Voilà, j'ai gagné ici, maintenant il faut que j'enchaîne les victoires pour marquer le maximum de points jusqu'à la fin de saison et remporter ce titre junior. Et après oui, l'objectif du team, ça serait pourquoi pas de faire un doublé avec mon frère, ça serait top, sur le podium tous les deux, ça serait parfait. Bien sûr, pour les photos souvenirs. Et la confirmation au classement général de la coupe, mais également au championnat junior, c'est bien Dylan Dufas qui est en tête. On va marquer une page de publicité. Maintenant, on va se retrouver juste après pour les finales Super 1600 et Super Car. A tout de suite. Retour à Essay dans l'Orne pour le résumé de la 3e manche du championnat de France de Rallycross 2019. Et on va s'intéresser à la catégorie Super 1600 avec attention ce pilote Valentin Comte, capable de faire un très beau résultat, mais on s'impatiente déjà pour le duel entre Jimmy Terpereau ici à l'écran avec cette C2. Bagarre, là c'était une bagarre de manche, après il y aura la bagarre de la finale, c'est pas la même chose. Là j'ai tenté, j'aurais pu, après voilà c'est une manche, on verra ce soir. Jimmy, je sais, il est très performant, il est très rapide en piste, ça, sans aucun doute. Je suis même pas surpris, donc il est tout à fait à sa place. Donc il a parfaitement le potentiel pour gagner ce week-end de toute façon. Donc je vais m'employer moi à faire le moins de fautes possible. On l'attendait, ce duel entre Jimmy Terpereau et Yvonique Jagu. On en avait eu un échantillon lors de la première manche à l'essai. Ça va très vite pour les deux pilotes dans deux styles différents. Et beaucoup d'implications. On les retrouve tous les deux du coup sur cette première ligne avec Nicolas et Ouzan sur leur droite. David Moulin sur la deuxième ligne avec la Dacia, la Clio R3 de Martin Massé, Marc Poderoux sur cette troisième ligne avec la C2 Super 1600. Valentin Comte avec sa Twingo Super 1600 et Julien Ardonnière avec cette Suzuki Swift, toujours Super 1600. C'est normal, c'est le nom de la catégorie. Mais attention, il peut y avoir notamment pour Martin Massé, des voitures de la catégorie R3 avec une adaptation technique. Elles ont un peu plus un moteur de litre. Un moteur de litre avec un petit peu plus de coupe, mais d'un autre côté, la voiture est plus lourde. Et on va partir pour 7 tours de course. Un passage par le tour joker et surveillez bien. Jimmy Terpereau qui est parti pour Valentin Comte qui on se retrouve bloqué derrière Jimmy Terpereau qui lui n'est pas parti. Oui, il a raté son départ. Et bien c'est Yvonique Jagu qui est en tête devant Nicolas Ouzan. Attention derrière David Moulin qui est parti en perdition. Ça touche ici entre Martin Massé et Marc Poderoux. David Moulin, ça fait deux virages, deux problèmes. Et qui n'a pas pu éviter malheureusement. Et en tête, on a Yvonique Jagu devant Ouzan, troisième Jimmy Terpereau. Mauvais départ pour Jimmy Terpereau. Drapeau rouge. Alors, est-ce que deuxième chance pour Jimmy Terpereau. Et est-ce que tout le monde va pouvoir repartir? Parce que là, David Moulin a encaissé deux chocs. Voilà, on revoit le premier départ avec... un faux départ de Nicolas Ouzan, il me semble. Peut-être, ouais.
Oui. Entre-aperçu, oui, peut-être. Hein, mais c'est vrai que le pare-soleil cachait les lumières. Et c'est un contact assez sérieux, hein, malgré tout, pour David. Ça a beaucoup touché en enchaînement des deux virages. C'est bonne chance pour Jimmy Terpero qui était malgré tout raté lors de ce premier départ. A priori, ça serait Nicolas Houzon qui aurait un petit peu anticipé le départ. Regardez David Moulin. Mais qui se retrouve ici bloqué, oui, il n'a pas vu. Oui, là, il ne peut rien faire, il n'a pas de place pour aller. Alors, avertissement, deux passages par le tour joker. Pour Nicolas Houzon. Dommage. Il avait pris un bon départ, hein, c'est vrai, mais trop bon. Trop bon. Et c'est reparti pour 7 tours de piste. Avec cette fois-ci, Jimmy Terpero qui réussit un peu l'envol. Qui réussit son envol. Derrière Yvonique Jagu. Voilà, il se met tout de suite au contact d'Yvonique Jagu. Voilà. Toujours très prompt au départ avec la Skoda. Ouais, et tout de suite un petit contact, mais léger, c'est pour dire que je suis là. Nicolas Houzon est quant à lui 3e. Mais il va devoir effectuer deux passages pour le joker. Donc ça a 2 secondes de tout le monde fera un passage, on perdra 2 secondes, mais lui on perdra 4 au total. Avec un premier passage obligatoire lors du premier tour. Ouais, ça c'est une réglementation française. Hein. Et j'ai l'impression que Valentin Comte également est rentré dans le tour joker. De même que Marc Poudreau. Ouais. Allez voir. On s'en débarrasse. Qui ne va pas lâcher Yvonique Jagu. On l'attendait le duel, le voilà. C'est magnifique en caméra avec cette vue arrière. Ouais. Jimmy Terpero, on est revenu à bord de la C2 Super 1600 jaune fluo. Et j'ai l'impression qu'Yvonique Jagu se détache un petit peu. Il y a des portions qui sont favorables à la Skoda et d'autres à la C2. Et comme je disais, ils ont 2 styles un peu différents, ce qui fait que Jimmy Terpero qui se place ici à l'intérieur. C'était magnifique. C'était osé, mais c'est vraiment bien joué de la part de Jimmy Terpero. Je l'avais dit tout à l'heure, hein, il profite de chaque occasion pour essayer de se mettre à côté de son adversaire. Yvonique Jagu ici, c'était vraiment osé, mais ça l'a fait. C'est peut-être pas fini, mais c'est... Parce que Yvonique Jagu peut rendre la parade. On va revoir le dépassement. Il a tenté quelque chose et il y avait un espace à l'intérieur, un trou de sourire. C'est engouffré dedans. Et puis une très bonne motricité à la sortie pour la C2. Yvonique, je pense, s'est raté un petit peu à l'entrée de cette épingle et du coup. Et puis voilà, Jimmy s'est serré. Il est parti dans la paire meuble. Il a perdu quelques Jagu qui revient sur Jimmy Terpero. N'oublions pas, hein, l'écart est faible. Il va y avoir un passage par le tour joker pour chacun des deux, avec des stratégies certainement décalées. Une trajectoire complètement différente dans ce virage numéro 2 également, mais au final, les deux fonctionnent. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est pas un handicap pour Yvonique Jagu? Parce que la position de chasser, il l'a eu depuis 2 ans, quasiment tous les meetings, mais chasseur, ça faisait un moment que ça ne lui était plus arrivé. Oui, c'est des voitures qui ont peu d'écart de performance, donc du coup, très difficile de faire la différence. Je pense que malgré tout, Jimmy Terpero préfère être devant, c'est plus facile à gérer que lorsqu'on est derrière. Voilà, Jimmy Terpero, alors il a encore deux possibilités pour le tour joker, c'est soit dans ce tour-là, soit dans le suivant. C'est à Yvonique Jagu de faire un très bon tour. On va voir si Jimmy Terpero le contre tout de suite. Oui. Ouais. Avec l'élan, hein. C'est vrai qu'on sent tout de suite que ça ne pouvait pas passer dans le premier virage, il n'était pas gêné. Tout de suite protéger sa position, pas prendre le risque de commettre une erreur. Juste devant Yvonique Jagu. Ouais, ça va. Ouais, ça va, il y avait même 2, 3, 4, 5 longueurs. On retrouve Yvonique Jagu. À lui maintenant de trouver l'ouverture sur la piste. Comme ça va être compliqué maintenant parce que dès qu'il y a un premier écart, il y a peu d'écart autour entre les deux pilotes. Donc voilà, dès qu'il y a 2-3 voitures comme ça d'espace, c'est très difficile d'arriver à remonter sur l'adversaire. Si celui-ci ne fait pas de faute. On compter sur Yvonique, il va tout donner jusqu'au bout pour essayer de recoller à Jimmy Terpero. Et Nicolas Houzon qui est là, 3e. Mais combien de tours joker a-t-il fait? C'est la question. Peut-être qu'il lui reste encore un à faire. Il a fait le premier. Ouais. On l'a vu rentrer dans le tour joker. Donc là, il est en train de perdre le podium. Le podium qui pourrait revenir à Martin Massé. Regardez le compte tour. On est très haut, très haut dans le contact entre Nicolas Houzon et David Moulin. Et tout le monde s'en sort bien. Marc Poudreau qui passe également, non, presque. Il n'aura pas été verni dans cette finale, David Moulin, que ce soit sur le premier ou le deuxième départ. Je vais revenir ici les deux juniors qui se suivent avec Valentin Comte. Dernière avec qui nous sommes en caméra embarquée, lui roule avec une Suzuki Swift. Il est revenu. Il est revenu. Bon, il n'y a plus que 3-4 virages. Là, cette descente, un pif-paf, et on coupe les lignes d'arrivée pour
Jimmy Terpero. Il a été la chercher, Jimmy Terpero, cette victoire. Il fait le spectacle un peu, il veut dire. Il se rate un petit peu ici. Et la victoire pour Jimmy Terpero. Il va être content, Jimmy Terpero. Le premier à détrôner Jagu cette saison. Martin Massé avec un contact à l'arrière, ça fait beaucoup, sera sur le podium. De même, oui, parce que Eouzan, après son passage par le Tour Joker, a rétrogradé au classement. Il sera classé un petit peu plus loin. David Moulin terminera 4e devant Marc Poderoux, Valentin Comte et Julien Ardenière. Regardez, le vainqueur, Jimmy Terpero, et ce dépassement magistral. Osé, magistral et fair play. Oui, il a su saisir l'opportunité de se placer à l'intérieur à la sortie de cette épingle. Voilà, il fallait être au plus près d'Yvonne Jagu et c'est ce qu'il a fait, donc c'est vraiment très très bien joué. Non, ça sera. Eouzan sera déclassé, oui, parce qu'il était à la lutte avec David Moulin. On va écouter le vainqueur, Jimmy Terpero, forcément très content. On était venu pour la gagne, c'est ce qu'on a fait donc, ce week-end. Je suis très très content parce qu'on a fait un début de saison un peu... voilà, on a fait des belles manches, mais on n'a jamais fait des beaux résultats finaux. Et là, je voulais absolument gagner aujourd'hui, et chose faite. Et franchement, c'est ma plus belle victoire. La plus belle victoire pour Jimmy Terpero, qui en a remporté plusieurs, qui roule également en championnat d'Europe, Super 1600, avec de très très belles performances par rapport à l'élite européenne qui vient principalement des pays d'Europe de l'Est pour cette catégorie. Oui, avec des voitures aussi très performantes au championnat d'Europe, et Jimmy arrive à s'initier parmi les meilleurs. Et au championnat, Yvonne Jagu reste en tête parce que Jimmy Terpero avait raté la deuxième manche à Châteauroux. Il précède David Moulin et Valentin Comte, toujours 3e de ce championnat de France Super 1600. On l'attendait, place à la finale de la catégorie Supercar. On va retrouver François Duval en pole position, à ses côtés son équipier Fabien Paillet, lui-même double champion de France de rallycross par le passé. Complètement à l'extérieur, Julien Febro pour la deuxième de ses 3 apparitions de l'année. Après Châteauroux, il avait terminé 2e. On retrouve Samuel Peu, le leader du championnat, ici en 2e ligne. Le voici. Avec Fabien Chanoine à ses côtés. Et sa Clio. David Mélier. Sa Citroën DS3. Une autre Citroën DS3, la vôtre, Jean-Sébastien Bijon et Romuald de Delaunay. Première apparition cette saison en Supercar et première finale. Belle performance. Déjà en finale. Confirmation sur la grille. Ça va jouer comme toujours au meilleur de 7 tours. Un passage par le Tour Joker. Les pilotes sont en liaison avec un membre de leur équipe, le spotter, qui leur indique à quel moment prendre de manière optimale ce Tour Joker. Et attention, est à son comble. On va surveiller le départ pour ces 7 tours de course. François Duval ici en a marqué. Il faut enclencher la vitesse. Alors on part en deuxième du côté de Julien Febro. Allez, c'est parti pour Romuald Delaunay. Et c'est parti, mais pas pour vous, Jean-Sébastien. Vous êtes. Il y a des soucis. Le processus de départ. Très bon départ par contre pour François Duval. Fabien Paillet. On est avec Julien Febro, 3e, voilà. Samuel Peu 4e. Romuald Delaunay, lui qui a réussi un excellent envol et qui est déjà 4e. 5e. 5e. Alors Duval en tête devant Samuel. Fabien Chanoine tout de suite dans le Tour Joker. Devant Fabien Paillet, son équipier. Julien Febro 3e, Samuel Peu 4e, Fabien Delaunay 5e. Et donc Chanoine dans le Tour Joker dès le premier tour. Il glisse en dernière position. Les 2 voitures du team Paillet. Regardez les positions prises par la voiture de François Duval. Il est toujours, ça a l'impression que c'est une danse, toujours en glisse. Attention, drapeau jaune, c'est certainement Fabien Chanoine qui a eu un souci. En compagnie de Julien Febro. Journaliste, mais ce week-end-là, il était pilote. Et il est souvent pilote, et très bon pilote. Samuel Peu 4e aussi. C'est vraiment le bal des 208. Regardez, eh bien, un tir groupé. Ce sont de ces Peugeot 208 qui occupent les 4 premières positions, les 5 premières positions. Duval, Paillet, Febro, Peu et Delaunay sont sur des Peugeot 208. Et belle performance pour Romuald Delaunay, qui a moins l'expérience de la voiture, moins l'expérience du rallycross. François Duval qui ne s'échappe pas. Fabien Paillet ici vraiment au contact. Même protégé un petit peu par
Fabien Payet, on a l'impression François Duval. Après, ces pistes françaises sont vraiment monotrajectoires, donc il ne faut pas trop s'éloigner de la trace. C'est pour ça que ça fait un petit peu le petit train. Et puis François Duval qui glisse, mais toujours très efficace. Vous avez vu, on optimise le matériel dans l'équipe Payet. Le côté gauche, l'arrière abîmé pour Fabien et le côté droit pour François Duval. Voilà, vous voyez. Et troisième place pour Julien Febvre. Julien Febvre, ça va être le tour joker qui va décider. Julien Febvre qui est le premier à y aller. Alors, faut pas se retrouver gêné par un concurrent moins rapide en ressortant, parce que là, on se tend de perdre un temps précieux et ressort derrière Delaunay, me semble-t-il. Mais qui est son équipier, donc. Parce que Tom Dubourg va faire le nécessaire. Deux trajectoires différentes ici entre François Duval, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus en glisse par rapport à Fabien Chanoine. Fabien Payet, c'est moi. Et on voit qu'en bout de ligne droite, au final, les deux voitures se suivent toujours. Et Samuel Peu également en embuscade. François Duval en temps joker, qui a voulu le contrer tout de suite. Et Romuald Delaunay également. Julien Febvre, on m'a donné aussi. Il ressort devant Julien Febvre, donc c'est l'opération réussie. Maintenant, on est en compagnie de Samuel Peu, qui précède Duval. Samuel Peu, ça peut faire ses affaires si les leaders s'observent et se contrent tour à tour comme ça. Il est dans l'inspiration de Fabien Payet. Oui, mais derrière, François Duval n'est pas très loin non plus, donc il n'y a pas de 2 secondes d'écart. Non, mais pour aller chercher le podium, ça peut arriver à faire ses affaires, vu qu'il était 4e jusque-là. Allez, tour joker pour Fabien Payet tout de suite. Qui va également aller contrer. Où va-t-il ressortir? On va surveiller par rapport à devant Julien Febvre. Devant Julien Febvre. Maintenant, à voir Samuel Peu, ces derniers tours, il faut tout donner. Alors Samuel Peu, le leader, doit passer par le tour joker. C'est un podium qui est en jeu. Il va pouvoir rentrer très vite dans le tour joker parce que personne n'est devant lui. Et regardez Julien Febvre qui rêverait de trouver l'ouverture sur Fabien Payet. Le leader Samuel Peu. Samuel Peu qui donne tout. On va surveiller, regardez, il va rentrer dans le tour joker. Au bout de cette ligne droite. Ça rentre très vite également. Ici maintenant. Normalement, François Duval devrait passer pour une deuxième victoire d'affilée après celle à Châteauroux. Et ça ressort. Et Julien Febvre s'est écarté pour pas le gêner, mais ça ressort 4e donc pour 3e pour Samuel Peu qui du coup monte sur le podium. La victoire pour François Duval, 2e place pour Fabien Payet, 3e place et 3e podium de la saison pour Samuel Peu, 4e place pour Julien Febvre qui est passé tout près d'un podium. Là c'était serré, c'était entre Peu et lui. Et on a évité le contact de part et d'autre. Ouais, le bal du joker a profité à Samuel Peu. Et voyez, le prendre, Peu l'a pris dans le dernier tour, c'était la bonne option. Julien Febvre l'avait pris dans le premier tour, mais une très belle course de tous les pilotes. Et une deuxième victoire de la saison après celle de Châteauroux pour François Duval, qu'on a vu également au mondial, c'était à Spa. François Duval, Fabien Payet, Samuel Peu, les 3 premiers sur le podium. 4e place pour Julien Febvre qu'on reverra lors de la prochaine à Falleras. Romuald Delaunay 5e et on écoute le vainqueur, François Duval. Ici c'est franchement un super parcours. On m'avait dit que c'était un ovale, mais c'est loin d'être un ovale. Toute la partie là rapide, c'est vraiment sympa. Il faut vraiment freiner très tard là-bas au-dessus. Et non, franchement, j'ai passé un super bon week-end. Je suis content pour l'équipe de Payet également. 2 victoires de suite, c'est bien. En roulant une fois par an, ça fait plaisir de revivre un peu les podiums. Ouais, une fois par an, c'est déjà la 3e fois de l'année, parce qu'il y avait déjà eu Châteauroux, il y a eu Spa dans le cadre du mondial, et maintenant, cette manche d'essai, et il y aura Falleras également dans quelques semaines. François Duval qui va peut-être prendre goût au championnat de France. Et au championnat, justement, Samuel Peu est en tête, 3 victoires en 3 courses, devant François Duval, 3e place pour Philippe Malouane, c'était le premier leader, malchanceux ici à essai. On écoute le leader, Peu, le leader du championnat de France du Rallycross 2019. C'est sûr, on garde la tête du championnat, on remet des points à nos adversaires directs, à part si François continue son championnat. Mais ça serait plutôt intéressant qu'il continue parce que je vois que ça motive tout le monde, ça relève le niveau. Il faut se cracher dans les mains pour aller chercher les premières places et 2e place et la preuve en est. Eh bien, c'est un week-end somptueux. On a vu la sportivité de Samuel Peu. On va trouver tout ce beau monde à Falleras. Ce sera en Gironde, ce sera le 2 juin avec vous, Jean-Sébastien Vigion, en piste avec votre DS3. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Et à très vite sur la chaîne Équipe pour le résumé de Falleras. Ce sera dans la continuité de l'épreuve le 2 juin. Salut à tous. Salut.